Super, OK, nous y c'est voici. tout bon. Merci Heu, Béatrice pour ton intervention. Avec plaisir. Je vais essayer de vous partager donc quelques idées, et réflexions donc de l'agence sur le sujet. Juste un petit temps de présentation pour commencer. Donc, je m'appelle Patrice Razès, je suis consultant pour l'agence Canevet et Associés en communication numérique. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on est une agence de communication spécialisée dans le secteur de l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà, on a plusieurs métiers: la stratégie de communication, l'accompagnement éditorial, avec, notamment la réalisation de jolis prints comme, ce rapport d'activité que vous pouvez voir en image. La communication numérique avec, notamment, le volet réseaux sociaux dont on va parler tout à l'heure, et puis aussi on intervient régulièrement pour accompagner la refonte des sites internet des universités, et enfin les relations presse. Concernant, pour finir la page de publicité, concernant le volet réseaux sociaux, on intervient donc régulièrement donc auprès des établissements d'enseignement supérieur et universités. Quelques petits exemples: audit de la présence sur les réseaux sociaux pour l'université de Bordeaux, c'est en cours. On a travaillé, pas mal ces dernières années autour de sujets LinkedIn et notamment de marque employeur. Ça a été le cas, alors pour le département des Hauts-de-Seine que vous avez en photo là, mais sinon aussi plus proche de chez vous, pour l'université de Bretagne Sud qu'on accompagne donc depuis plusieurs années sur cette stratégie ambassadeur, autour de LinkedIn. Et puis plus marketing, on va dire, on accompagne actuellement, le Sorbonne Université Abu Dhabi sur des campagnes de recrutement, de ses étudiants, de ses futurs masters. Dispositif qu'on avait mené aussi, l'année dernière pour Nantes Université sur une campagne plus nationale, donc de recrutement de master, et puis plus simplement, des formations régulièrement, donc là aussi aux établissements d'enseignement supérieur ou apparentés. Voilà, on est notamment titulaire d'un marché à destination des Crous, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, je ferme la page de publicité, mais ça permet aussi, que vous sachiez, d'où je vous parle peut-être, et puis, voilà, l'idée c'est aussi que tous ces enfin les quelques éléments que je vais vous partager avec vous aujourd'hui, sont aussi, régulièrement, challengés par ce volet formation et veille, sur ces différents sujets. Voilà. Je voulais vous parler donc, enfin, vous vouliez qu'on parle là plutôt de LinkedIn et des alumni. Hem, je vais essayer de vous en parler en 2 temps. 1°, alors yin et yang. Premier temps sur oui, je crois que, LinkedIn est un outil, hyper pertinent pour toucher ses alumni. On verra pourquoi, et on verra peut-être comment aussi. Et puis, Yang, dans un deuxième temps, est-ce que c'est une bonne idée finalement de se mettre entre les mains, d'un énième GAFAM, pour gérer sa communication sur un enjeu aussi stratégique que, la relation de la fidélisation de ses anciens étudiants? Donc 1er volet, oui, LinkedIn est une réelle opportunité pour toucher ses alumni. Je vais essayer de vous dire en quoi. 1°, juste pour prendre un petit degré de recul, bah, LinkedIn aujourd'hui fait clairement partie des réseaux sociaux, qui, comptent de plus en plus. Il a franchi cette année le milliard d'utilisateurs. Il rejoint un club assez fermé. Il a aujourd'hui en France 30 millions d'utilisateurs inscrits, soit 90 de la population active. Donc en gros, 90 des gens qui travaillent, donc potentiellement aussi de gens qui ont fait des études supérieures, sont sur LinkedIn. Donc grosse proximité entre, le sujet alumni finalement et le sujet, réseau social professionnel qu'est LinkedIn. Réseau social qui, alors dont on constate que le temps d'utilisation moyen est plus faible que les autres, hein. En gros, je n'ai pas mis ce chiffre, mais en moyenne, les utilisateurs, ils passent, 10 minutes par jour. On est bien loin des 17h30 par semaine, sur TikTok, hein, par exemple. Hem, mais pour autant, voilà, 3,5 millions de personnes qui se connectent chaque jour, et c'est en croissance sur un an de 26. Donc on là aussi, indice d'un réseau qui est de plus en plus utilisé, par ses utilisateurs. Et puis 2 indicateurs intéressants qui expliquent pourquoi depuis quelques années je fais tant de formations LinkedIn, c'est que pour 92 des institutions, il est aujourd'hui leur réseau social préféré.
celui sur lequel la discussion est peut-être la plus saine, hein, pas de principe d'anonymat notamment, donc ça aide aussi à avoir un discours assez policé. Et puis ce qui explique que les institutions le privilégient, alors non seulement d'un point de vue B2B, en gros business to business d'entreprise, s'adressant à d'autres entreprises, c'est un réseau qui est totalement pertinent, bien plus qu'Instagram d'un certain point de vue. Mais aussi, l'autre sujet, c'est que c'est un des réseaux sociaux les plus valorisants. Aujourd'hui, on a 10,64% de taux d'engagement moyen sur des posts, c'est-à-dire le taux d'engagement, c'est la quantité de gens qui interagissent avec un post à partir du moment où ils le voient. C'est le, c'est le réseau social sur lequel aujourd'hui, très certainement, si vous êtes dessus, vous avez le plus de likes, de commentaires, de partages, bien plus que sur Instagram, bien plus que sur Facebook. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est assez valorisant pour les institutions. Alors, faut se méfier au prisme déformant. C'est pas parce que il y a un très bon taux d'engagement que c'est forcément les bonnes personnes qui interagissent avec vos posts. Mais ça, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, donc, en tout cas, pertinence de LinkedIn, bien évidemment, parce que réseau social majeur aujourd'hui, et notamment sur le sujet professionnel. Juste pour vous le resituer, hein, LinkedIn, il est là aujourd'hui dans le top des réseaux sociaux les plus consultés en France. Ça reste bien en deçà d'autres réseaux, mais quand même, ça grimpe. Voilà. Côté enseignement sup, il est aussi très pertinent. Il est aujourd'hui le réseau social sur lequel la plupart des établissements comptent le plus d'abonnés. Là, c'était un classement de l'année dernière que j'ai pas remis à jour cette année, mais bon, la tendance, globalement, en ce moment, les établissements d'enseignement sup gagnent en moyenne 10% d'abonnés tous les ans sur leur réseau, enfin sur LinkedIn. Donc la dynamique reste la même. Plutôt que tous ces chiffres là-bas, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est 11 millions d'abonnés. C'est quand on cumule le nombre d'abonnés des universités et des établissements d'enseignement supérieur sur LinkedIn, on arrive à 11 millions. Et quand on fait la même chose sur Facebook, on arrive à 5 millions. Donc, vous voyez, la puissance de frappe de LinkedIn est bien plus forte finalement que Facebook. Donc là aussi, en termes de paysage, voilà pourquoi c'est très intéressant pour les établissements d'enseignement supérieur d'être sur LinkedIn. Alors, pour rentrer de manière un peu plus précise, toujours sur l'angle des chiffres, j'aime beaucoup ça, les chiffres. Je vous partage trois petits camemberts sur trois de nos clients en cours ou anciens. Donc là, en fait, j'ai classé sur trois établissements et la dynamique est la même finalement partout. Le ratio, le pourcentage d'abonnés des comptes d'université qui se trouvent être des anciens élèves. Donc, en gros, à l'Université Bretagne Sud, 78% des abonnés de la page de l'Université Bretagne Sud sont des anciens élèves. Et cette dynamique, elle se retrouve partout de manière plus ou moins forte. À Bordeaux, on est un peu en dessous des 75%. Et vous voyez, à Montpellier, on était bien au-dessus. Donc, c'est un vrai enseignement à avoir en tête, hein. C'est qu'en gros, lorsque vous postez quelque chose sur votre page LinkedIn, potentiellement, elle va être vue plutôt par 75% d'alumni. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'aujourd'hui, vous savez peut-être que les contenus qui sont montrés sur les réseaux sociaux sont de moins en moins des contenus montrés aux abonnés et de plus en plus des contenus montrés en fonction de la pertinence des posts et de l'engagement qu'ils ont. Voilà, le fameux fil pour toi ou pour vous qui avait sur TikTok a tendance aujourd'hui à essaimer un peu dans les autres réseaux sociaux et donc de plus en plus vous êtes face à des contenus qui ne sont pas des contenus de comptes sur lesquels vous êtes abonné, mais plutôt autre chose. Et puis en plus, on va ajouter que sur LinkedIn, on voit moins de comptes d'entreprise et plus de comptes d'individus. Donc, voilà, le ratio n'est pas tout à fait celui que je donne finalement, mais en tout cas, à ce jour, vos communautés sur LinkedIn sont très majoritairement composées d'alumni, et ça a une conséquence. Alors, peut-être pourquoi d'ailleurs, hein, juste pour se remettre aussi les choses à niveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un petit mécanisme sur LinkedIn qui est votre profil. Tout démarre de votre profil et lorsque vous avez complété votre profil sur LinkedIn, vous avez signalé la formation que vous avez fait initialement. Et de manière automatique, LinkedIn, en fait, vous abonne à la page de l'école ou de l'université de laquelle vous êtes originaire.
Et c'est ça, hein, qui explique, ce n'est malheureusement pas le fait que les établissements d'enseignement supérieur ont fait beaucoup plus d'efforts ces dernières années sur LinkedIn que sur Facebook. C'est juste une question automatique que vous êtes automatiquement abonné à la page de votre, aux pages de votre formation. Vous pouvez toujours vous désabonner, mais de base, vous allez être abonné. Ça, c'est très intéressant, hein, c'est que finalement, vous avez de manière naturelle, par le mode de fonctionnement de LinkedIn, dans votre page, «institutionnelle» entre guillemets, un gros vivier d'alumni à toucher. Juste sans vouloir digresser, mais je voulais juste, signaler quand même que ce petit phénomène-là de pouvoir, s'inscrire en tant qu'ancien, attention, il ne marche que pour les établissements, enfin, il ne marche que pour les universités, les écoles, ou en tout cas, il ne marche plutôt que sur le niveau d'identification qu'ont les alumni de leur établissement. Je vous ai mis quelques captures d'écran, j'espère que vous les voyez bien, mais je vous ai montré l'exemple, par exemple, sur l'université de Strasbourg et la faculté des sciences économiques et de gestion de Strasbourg. Vous voyez, dans un cas, il y a 93 000 anciens élèves, dans l'autre cas, on a 8 000 anciens élèves. Le sujet, c'est, je suis un ancien de la faculté des sciences économiques et de gestion de Strasbourg, je considère que je fais quoi? Je suis venu d'où? Je suis un ancien de l'université de Strasbourg ou je suis un ancien de cette faculté? Et du coup, finalement, y compris dans le formulaire, hein, dans la manière dont il est fait, finalement, ça va avoir plutôt tendance à favoriser, l'identification spontanée qu'a, l'étudiant, ou l'ancien étudiant de son établissement. Donc c'est vraiment la marque, qui l'identifie le plus comme étant d'origine, qui va bénéficier le plus de cet effet grosse communauté d'alumni. Je vous incite vraiment à aller voir, ce petit formulaire lorsque vous complétez votre profil, hein, parce que c'est très enfermant sur, le type de diplôme, le type d'école, avec, de l'autocomplétion qui remonte les données, enfin qui vous fait des suggestions assez rapidement. Ce qui fait que de fait, cette histoire-là dont je vous parle, sur la création des communautés d'alumni via les pages ne bénéficie ni à des formations, ni vraiment à des facultés. Voilà. Heu, donc je reviens sur mon histoire de pourcentage d'abonnés qui sont des alumni. Ça a des conséquences, donc c'est que finalement, vos alumni en partie, influencent le succès de vos posts. Je vous donne là aussi, un exemple, tiré d'un fait réel, donc sur Université de Bordeaux, 2 posts, publiés au cours des 6 derniers mois. Il y en a un qui fait donc 48 000 vues, l'autre qui fait 2 500 vues. Hem, heu et donc du coup, on voit que ce ne sont pas du tout les mêmes types de posts. Il y en a un qui est, plutôt de l'ordre de l'actualité et de l'autre qui est, des bandes amphi, qui parlent du retour des étudiants et des étudiantes. Heu, Ça, c'est un invariant pour moi. On se rend compte qu'il y a des posts qui marchent sur LinkedIn et des posts qui ne marchent pas sur LinkedIn. Et ça, c'est notamment dû, à ce sujet alumni. Hem, En gros, je vais essayer de vous caricaturer les choses, telles que je les vois. C'est que les alumni, face à des publications de leur ancien établissement, vont avoir tendance à réagir davantage avec certains types de publications. Lesquelles? Heu, pour moi, tout ce qui est de l'ordre des madeleines de Proust, on va dire. Donc les posts, hem, où ils vont se reconnaître, où ils vont reconnaître le parcours qu'ils ont vécu il y a quelques années. Donc typiquement, les cérémonies de diplôme, les retours à l'établissement, les belles images de la vie de l'établissement sous la neige ou autre. Voilà, c'est en termes de fond, c'est assez léger, mais c'est ce qui marche le mieux. On se croirait presque sur Instagram dans ces moments-là. Et puis l'autre volet, c'est vraiment les réussites qui rendent fiers. Donc des innovations, les classements, les résultats de l'établissement. Donc ça, systématiquement, ça marche mieux, de la part donc des abonnés donc de la page, et qui sont principalement constitués donc d'alumni. Et donc je crois qu'il faut avoir vraiment en tête que pourquoi est-ce qu'ils interagissent avec ces posts-là en particulier? Je crois faut pas oublier qu'on est donc sur un réseau social et pas sur un média forcément, et qu'on est quand même sur, une dimension un peu d'ego, et de, personal branding. Les gens qui viennent sur LinkedIn, parmi certaines motivations, certains viennent aussi pour, rayonner. Et finalement un post
de leur université sur les classements de l'université permet aussi d'opérer de la rassurance et de confirmer à tout le monde, à toute sa communauté, les bonnes raisons pour lesquelles ils ont fait ces études dans cet établissement. Donc finalement, lorsque vous parlez du classement de votre établissement, indirectement, vous dites à vos anciens qu'ils ont bien fait de faire ces études-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que ces postes-là, de manière naturelle, vont plutôt davantage fonctionner que les autres. Donc, bien avoir en tête que ce que vous publiez sur LinkedIn, c'est peut-être aussi rendre service à vos anciens étudiants dans leur démarche, dans leur carrière, pour les aider aussi à rayonner. Il y a vraiment ce sujet-là, hein, j'ai pu échanger aussi avec des écoles d'ingénieurs les dernières années qui avaient tenté la question de l'humour, hein, par exemple sur LinkedIn, et les retours étaient assez négatifs, en disant mais attendez, en fait c'est notre image aussi en tant qu'ancien que vous engagez par la qualité de vos publications sur LinkedIn. Pour moi, du coup, une fois qu'on a ça en tête, ça impose de se dire mais alors que faut-il faire pour satisfaire les communautés? Donc notamment avec cet objectif de générer de l'engagement, et on sait que l'engagement aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'un post va être vu, sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, je pense qu'une politique pertinente aujourd'hui sur LinkedIn, c'est d'offrir des arguments, pour, le personal branding, en gros, voilà. Donc offrir des arguments qui rassurent, enfin qui permettent de se rassurer tout au long de sa carrière sur la qualité des études qu'a effectuées, vos anciens. Donc, reparler de la qualité des formations, des classements, des innovations, de ces réussites qui rendent fiers, des portraits d'anciens aussi, et de leur trajectoire. C'est voilà, tous ces éléments qui viennent revalider les choix professionnels de vos anciens. Deuxième sujet, miser sur la fibre nostalgique, les belles images, les anecdotes, l'histoire de l'établissement, c'est toujours des choses qui marchent très bien, là aussi, des photos en noir et blanc, des coulisses. Ça marche très bien sur LinkedIn parce que aussi vos anciens se retrouvent dans cette chose-là et restent friands de se reconnecter avec leur passé étudiant. Et puis, troisième point, qui est peut-être avec lequel qui répond peut-être un peu plus à vos objectifs, cette notion de fidélisation. Euh, euh, à partir du moment où vous êtes conscient que sur votre page LinkedIn, vous avez en gros 70 à 80% d'anciens, eh ben, c'est là que doit se jouer aussi une partie de votre politique alumni. Donc, appel à témoins, appel à venir proposer des offres d'emploi si vous en avez, si vous avez une plateforme, euh, rappel de nouvelles propositions de formation en matière de formation continue. Voilà, mieux vaut effectivement essayer de faire en sorte que vos anciens reviennent faire une formation continue que d'aller en trouver des qui vous connaissent pas du tout. Donc cette notion de fidélisation sur LinkedIn, elle me semble important aussi sous l'angle de cette politique alumni. Je vais dérouler un peu vite, je pense que j'en avais prévu un peu trop, comme d'habitude. Euh, Vous allez me dire, oui, mais on peut pas faire que parler aux alumni, on a d'autres communautés sur LinkedIn, et notamment les personnels. Je voulais juste vous parler donc d'une fonctionnalité qui est assez insuffisamment utilisée par les établissements. Je ne sais pas combien de temps, combien d'années elle va exister encore, parce que LinkedIn fait régulièrement du ménage dans cette fonctionnalité. Mais je voulais vous en parler, c'est ce qui s'appelle le ciblage organique. Lorsque vous publiez un post sur les réseaux sociaux, enfin sur LinkedIn, là, je vous ai fait une petite capture d'écran en tant qu'Université Bretagne Sud. Dessous, vous pouvez poster en tant que tout le monde, mais si vous cliquez là-dessus, vous pouvez poster en tant que autre chose que tout le monde. Vous pouvez décider de toucher une audience ciblée en bas. Et là, vous allez vous retrouver sur des préférences d'audience et vous allez pouvoir décider de ne montrer votre post que à certaines personnes, et notamment à des gens qui ont fait telle université. Donc finalement, de manière organique, sans payer, vous pouvez poster sur la page de votre établissement des contenus qui ne s'adresseront que à vos anciens, à vos anciens peut-être travaillant dans tel secteur, à vos anciens exerçant sur telle fonction. Donc là, en combinant ces choses-là, vous avez moyen d'aller toucher de manière très fine des alumni de votre établissement. Autre fonctionnalité qui évidemment me semble pertinente sur LinkedIn, c'est la notion de groupe, hein. Vous avez 148 000 groupes d'alumni aujourd'hui sur LinkedIn. J'ai testé ça hier, j'ai tapé alumni, j'ai fait des filtres par groupe, il y en a 148 000. Je vous en donne juste un petit exemple sur voilà, la notion d'HEC, qui est quand même un peu réputée sur la notion d'alumni. Vous avez des tonnes de groupes par pays d'alumni.
Donc si ça n'existe pas, peut-être ça peut être pertinent pour vous de créer un groupe d'alumni, sans forcément avoir l'intention de les irriguer au quotidien, hein. Pour moi, le bon positionnement en termes de groupe, c'est de faire communauté, effectivement. Donc, ouvrez, mettez à disposition, mais laissez parler la communauté, laissez-les faire réseau et n'intervenez que peu lorsque vous êtes vraiment sur des sujets qui sont stratégiques pour vous. Et puis pour terminer, je voulais vous parler quand même de est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser LinkedIn finalement? Là, on vient de voir que ça c'est plein d'opportunités et c'est vraiment pertinent. Sauf que alors lui, ce monsieur, c'est, j'ai même oublié son nom, vous voyez, c'est vous dire et c'est Jeff Weiner. C'est, le PDG de LinkedIn. Hem il y a quelques années, vous ne connaissiez peut-être pas non plus Elon Musk. En tout cas, lui aussi, il fait un peu parler de lui de temps en temps. Il avait notamment été donateur, si je dis pas de bêtises, de l'ancienne, campagne présidentielle de Biden et puis après il avait demandé des retours sur investissement quand même. Enfin, voilà, donc on n'est pas à l'abri, demain que, LinkedIn change comme, Twitter a pu changer et du coup, est-ce qu'il faut, mettre tous ses œufs dans le panier LinkedIn? C'est la question. Donc, j'aurais tendance à vous répondre, LinkedIn, servez-vous-en sans vous asservir. Donc en gros, aujourd'hui, c'est bien. Dans quelques années, je ne sais pas ce que ça donnera. Ce que je constate, c'est quand même que les réseaux sociaux ont une durée de vie, de l'ordre de la décennie. Alors, Facebook un peu plus long, mais on voit bien qu'il y a des phases de montée et puis de descente. Peut-être que dans 10 ans, LinkedIn, ça sera le nouveau Viadeo. Et donc, du coup, ce que vous pouvez faire aujourd'hui sur LinkedIn et ce en quoi c'est pertinent, est-ce que ça sera encore pertinent demain? Je ne sais pas. Donc, je serai vous, je me débrouillerai pour profiter de LinkedIn tant que je peux, mais surtout pour préparer la suite. Et qu'est-ce que c'est pour moi préparer la suite? Eh ben, c'est pallier dès maintenant, grâce à LinkedIn, peut-être le la limite la plus fréquente que j'entends au niveau des établissements d'enseignement supérieur, c'est la qualité des fichiers. En gros, que pas mal d'établissements n'ont pas, suffisamment, ou suffisamment d'antériorité, sur, les contacts, qui leur permet de pouvoir entrer en contact avec leurs anciens. Donc pour l'instant, vous pouvez le faire effectivement comme on l'a vu, sur LinkedIn. Est-ce que demain ça sera encore le cas? Je suis pas sûr et pour en profiter dès maintenant, ce que je vous suggère, c'est que dès maintenant d'essayer de récupérer via LinkedIn le plus possible de données. Alors 3 manières de le faire. La première chose, en passant au payant. C'est de plus en plus un incontournable, hein, sur les réseaux sociaux et LinkedIn l'a bien compris. C'est pour ça que Microsoft l'a racheté, pour 27 milliards d'euros à l'époque. Hem, alors, première utilisation, éventuellement, faites de la publicité. Heu, Pourquoi ne pas réaliser une campagne, dont l'objectif serait de, toucher spécifiquement les étudiants, de votre université, pour qu'ils vous, donnent leurs données pour pouvoir, par exemple, leur envoyer une newsletter. Donc, là, j'ai fait un petit essai, ces derniers jours là sur, l'université d'Angers. Donc vous pouvez en fait tout à fait faire une publicité sur LinkedIn, avec, pour objectif de demander à vos internautes de s'abonner à une newsletter alumni, par exemple. Et donc là, du coup, vous allez pouvoir récolter, peut-être, quelques, milliers, de mails, qui vous permettront ensuite d'entrer en contact, plus régulièrement avec eux. Vous pouvez avoir le même type de démarche avec d'autres, parce que là c'est vraiment, ça peut vous coûter assez cher. Hem, Moins cher peut-être, hein, l'utilisation des outils, Sales Navigator et LinkedIn Recruiter, qui vous permettent finalement d'identifier, des gens par profil et par niveau d'études et ensuite de pouvoir leur envoyer dans la messagerie de LinkedIn des messages. Pareil, en leur proposant de s'abonner à la newsletter par exemple de votre établissement. Ça vous coûtera moins cher, ça vous coûtera aux alentours de 200 € par mois. En revanche, ça sera, moins, rapide puisque vous serez limité sur le nombre de messages que vous pourrez envoyer chaque mois. Là aussi, c'est quelques dizaines, quelques centaines, donc si vous avez des dizaines de milliers d'alumni, on n'y est pas tout à fait. 2e, sujet, que je crois être vraiment très pertinent, c'est, l'utilisation d'un outil qui s'appelle Wallaxy.
que vous connaissez peut-être, qui permet d'importer des bases de données. Donc c'est un outil qui est payant, mais pas très cher, hein. On doit être, alors il y a un plan, il y a une version gratuite pendant 1 mois, qui va vous permettre en fait vous faites des requêtes, et en fait, vous avez un petit bouton qui vient s'afficher dans votre navigateur à partir du moment où vous avez téléchargé la solution et qui va vous permettre directement d'importer les profils sur Wallaxy, donc en gros, vous allez récupérer, nom, prénom, fonction. Donc vous allez pouvoir faire des filtres, hein, via LinkedIn et via les outils de recherche avancés de LinkedIn, par exemple, en identifiant uniquement des gens qui ont fait telle formation dans telle université. Vous allez pouvoir les importer sur Wallaxy. Et dans ces versions payantes, Wallaxy essaye aussi, avec le nom de l'entreprise, de trouver la correspondance sur l'email professionnel. Alors, on pourra s'interroger aussi sur l'opportunité de contacter les gens via leur email professionnel pour les alumni. Je trouve que c'est quand même plus pertinent d'essayer d'avoir l'email personnel. Et c'est pour ça que pour moi, du coup, je vous préconisais plutôt cette partie-là, d'essayer d'avoir du consentement via LinkedIn pour récupérer de l'email personnel. Mais en tout cas, par défaut, via des outils comme Wallaxy, vous pouvez aujourd'hui récupérer de l'email professionnel avec un peu de déchets. Mais en tout cas, ça vous permet vraiment de constituer des bases de dizaines de milliers d'alumni. Et donc là aussi, si vous avez des outils de type Datalumni ou autre, ça vous permet finalement de, voilà, de rassembler une grosse base de données et finalement d'avoir quand même des- enfin, voilà, une base assez conséquente qui rend pertinente finalement l'utilisation de ces autres solutions qui peuvent être plutôt chères si vous partez avec quasiment pas d'alumni dedans, quoi. Voilà, donc pour résumer, LinkedIn, super outil, mais à mon avis, essayez de penser déjà à la suite, et de récupérer les données avant qu'elles ne soient plus du tout, disponibles. Voilà. Merci Patrice, parfait timing, bravo. Ah ouais. Et j'aime beaucoup cette fin, s'en servir sans s'asservir. On a eu une première question qui a émergé quand tu as évoqué la question des groupes Oui. LinkedIn. À quand se pose la question de créer une page dédiée aux alumni? Donc, si tu as un peu un point de vue ou des éclairages à nous donner sur la différence de l'animation et de l'efficacité, surtout de la création d'une page par rapport à la création d'un groupe et l'animation d'un groupe. Et pour moi, les pages, c'est comme ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, sur les facultés. Ne vous attendez pas à récolter des dizaines de milliers d'abonnés. S'abonner à une page supplémentaire, c'est un effort. Ils sont déjà finalement en contact avec leur établissement en tant qu'anciens. Donc je pense que le bon niveau de page pour parler alumni, c'est pas de créer une nouvelle page alumni, c'est d'utiliser déjà la page de l'établissement. Par contre, effectivement, créer un groupe me semble pertinent, pour une autre raison, c'est que vos utilisateurs potentiellement sont aussi plus facilement notifiés lorsqu'il y a des nouveaux posts qui sont, publiés dans le groupe. Faut pas penser descendant, faut vraiment essayer à mon avis d'apporter quelque chose de supplémentaire et la notion aussi d'alumni, c'est la notion de réseau. Donc pour moi, le bon niveau supplémentaire à apporter si vous n'utilisez pas si vous ne vous satisfaisez pas de la page de votre établissement, bah, c'est plutôt de créer un groupe, mais à l'intérieur duquel vous allez effectivement vous effacer et laisser la parole plus aux anciens et de temps en temps venir partager sur les grands événements, mais sinon, aux trois quarts, vous pouvez déjà le faire dans votre page. Chloé qui va pouvoir préciser en direct, je pense, ce à quoi elle faisait référence et ses expériences, puisque je le mentionnais dans le chat, hein, à partir de maintenant, on passe en mode discussion, donc faut pas hésiter soit à partager vos questions, mais aussi vos expériences librement. Donc Chloé, je passe la main. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Ah bah super. Oui, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Donc, nous, c'est vrai que la stratégie, mais qui peut-être du coup va être revue, c'était initialement de créer une page, spécifique dédiée alumni. La création d'un groupe avait été envisagée. Mais en fait, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a déjà, énormément de groupes, qui se créent, spontanément et ce qui est normal, par type de formation, par promo, Mm. parce que, les alumni ont aussi
envie de retrouver ce côté plus communautaire, avec leur propre code, etc. Sachant que chaque formation a vraiment son identité propre et une ADN assez distincte. Et du coup, on a exempté cette option en se disant que il y avait déjà des créations de groupes spontanées et qu'en fait, ça encouragerait peut-être le morcellement en fait des alumni. Avec toujours la difficulté effectivement de garder une modération plus ou moins active, même si elle n'est pas quotidienne. Mais voilà, ça peut devenir assez chronophage. Surtout quand l'université se met en avant en tant que modérateur et qu'ensuite, en interne, il n'y a pas forcément les ressources pour y faire face. Voilà. Donc, c'est un peu toutes les interrogations dans lesquelles on est en ce moment. Mais ce que vous partagez, c'est hyper pertinent. Alors, je ne sais pas si Patrice, tu voulais répondre, mais sinon, il y a Florence de l'UBO qui vient de lever la main. Donc, on peut peut-être enchaîner avec Florence et comme ça, après, réagir sur l'ensemble. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout à fait. Bien. Donc, voilà, je partage un peu l'analyse de Chloé. Partiellement, nous, les dernières, donc je suis de l'Université de Bretagne occidentale, nous, les dernières qui datent un peu, les informations que nous avions en interrogeant via notre observatoire nos anciens, avaient fait remonter que le sentiment d'appartenance se situait plutôt au niveau du diplôme qu'à l'établissement. Je pense qu'aussi ça dépend des types d'établissements. Voilà, il y a peut-être des établissements où le sentiment d'appartenance est peut-être plus présent. Donc ça mériterait d'être revérifié effectivement, couplé au fait que un des objectifs du réseau d'alumni est de favoriser la cooptation et que pour engager les équipes pédagogiques, eh bien, on va dire qu'un responsable de master a plutôt envie de faire la promotion de son master et d'aller interroger ou d'aller contacter ses anciens pour trouver des offres de stage d'alternance et d'emploi pour les nouveaux. Bon, bref, de ce fait, avoir une page de l'établissement, comme vous nous expliquez, et c'est tout à fait pertinent, on en a une, pouvoir communiquer sur cette page pour renvoyer peut-être ensuite les alumni vers des groupes d'alumni, et on en a plein effectivement qui se sont créés des groupes d'alumni de manière un peu disparate, désordonnée, pas homogène. Ça, il y a un gros travail à faire là-dessus. Là où on était bloqué, c'est que la page, a priori, ne permet de référencer que 14 groupes. Donc, utiliser la page pour faire la promotion des groupes, c'est bien, mais on est limité tout de suite. 14 groupes pour une université de 23 000, une université pluridisciplinaire de 23 000 étudiants, ben, on voit bien que c'est pas possible. Donc voilà, on se heurte à tout un tas de contraintes qui font que finalement, on a du mal à trouver la solution. Je ne sais pas s'il y en a une. Non, jamais. Il n'y a jamais de solution idéale. Alors, sur le... tout ça me semble très cohérent finalement. Sur la notion de groupe, je l'apprends, hein, qu'on est limité à 14 groupes. Rien n'empêche peut-être, dans votre page de trouver un endroit, un lien vers lequel, ou même dans votre site internet sur une rubrique alumni, de trouver un lien avec l'ensemble des groupes existants. Je note ce que vous avez dit aussi qui est intéressant sur peut-être la nécessité de faire un peu de ménage dans les groupes et peut-être la première chose à envisager, c'est de porter, d'inciter en tout cas à avoir de la continuité et qu'au niveau des formations, on puisse aussi avoir un groupe officiel pour éviter la dispersion et que les équipes puissent aussi en faire la promotion très tôt pour éviter que d'autres initiatives naissent autour. Donc porter, en fait, identifier et porter vraiment un groupe officiel. Après, oui, par rapport à Chloé, ce que vous disiez sur j'ai oublié, pardon. J'ai oublié, il y avait quelque chose sur lequel je voulais rebondir, mais tant pis. Tant pis pour moi.
Et Florence, Oui, ah, juste, j'ai un autre questionnement. Euh, euh, Nous avons également pour notre université un groupe d'alumni Université de Bretagne occidentale. Le problème, c'est que ce groupe a été créé par quelqu'un Mm. qui n'habite plus en France, qui a passé une année dans notre université et qui a créé ce groupe en sauvage et qui, pour l'avoir contacté à 3 reprises, mais moi-même parce que voilà, parce que ça s'est fait comme ça, n'a pas voulu ni fermer ce groupe, ni en nous rétrocéder la propriété. Quel recours peut-on avoir? Parce que c'est Ok. très compliqué. J'ai essayé pour diverses raisons de joindre des administrateurs de LinkedIn, autant dire que pour discuter avec eux, c'est quasiment impossible. Quel recours avons-nous pour pouvoir fermer ce type de groupe qui continue à rentrer des abonnés, sur lequel j'ai posté des messages disant que ce n'était pas un groupe officiel et sur lequel il ne se passe rien. Pourtant, des abonnés continuent à... Et quel recours peut-on avoir pour À ma fermer ce connaissance, type pas de groupe? grand-chose, si ce n'est peut-être qu'il utilise D'accord. votre logo. Donc c'est peut-être là-dessus vous pouvez Même, l'embêter, mais même pas. même pas. Même pas. Ok. Si ça y est, ça m'est revenu pour Chloé, c'était la notion d'abonné finalement. Si vous créez aussi maintenant un nouveau groupe ou une nouvelle page, vous allez, je sais pas, prendre 10 ans avant d'avoir peut-être le quart du nombre d'abonnés que vous avez à ce jour de manière organique sur votre page établissement. si je peux me permettre de répondre sur la question du groupe, parce que c'est une problématique qu'on a aussi à l'université de Rennes, qui était université de Rennes 1 jusqu'à il y a 2 ans. Et il existe un groupe alumni créé par un alumni qu'on n'a pas jusqu'à présent, sur lequel on a des droits d'administration, mais qu'on ne peut pas fermer. Et en fait, là, en plus, on a changé de nom d'établissement, on est devenu Université de Rennes. Et on a créé donc un autre groupe, sauf que le nouveau groupe compte aujourd'hui 800 alumni face à l'ancien qui en compte 10 000. Pour répondre à la question, il n'est pas possible, enfin, il n'y a que la personne qui a créé le groupe qui peut le fermer. Donc effectivement, bah, s'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Par contre, si besoin, donc là je passe un message, de contacter les équipes support de LinkedIn pour ce type de problème ou d'autres interrogations, nous avons via les community managers du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et aussi éventuellement via le réseau, comme Sup ou autre, le moyen de les contacter. À LinkedIn, il y a vraiment des personnes qu'on peut contacter, avec lesquelles on peut échanger, à la différence d'autres groupes, X notamment, mais même Meta. Moi, j'ai pu constater quand même une meilleure... enfin, on a quand même un service client, on va dire, qui est plus efficace, notamment parce que les établissements d'enseignement supérieur, enfin Patrice l'a dit rapidement tout à l'heure, nous sommes une des forces initiales du réseau LinkedIn, c'est-à-dire qu'il s'est basé sur l'image et les réseaux des établissements d'enseignement supérieur. C'était sa première fonction. Donc, a priori, ils sont plutôt enclins à nous répondre facilement. Et donc, du coup, je vais passer la main à Camille Collomb. Merci. Moi, j'ai une question qui est un petit peu plus technique. En fait, on a un réseau alumni, mais qui n'est pas sur LinkedIn pour un tas de raisons différentes. Du coup, aujourd'hui, il n'est pas tellement question qu'on crée un groupe ou une page parce que, comme vous l'avez bien dit, nos alumni, en fait, nous suivent déjà sur LinkedIn, mais j'arrive pas à trouver une façon de les identifier. J'aurais bien aimé qu'ils aient un petit badge ou un petit filtre, qu'on puisse créer un cadre ou quelque chose qui fait que sur leur photo LinkedIn ou directement dans leur bio, mais en tête de façon rapide, on puisse les repérer pour qu'en fait ce noyau alumni, on le retrouve un peu sur LinkedIn sans avoir à créer une nouvelle communauté. J'ai l'impression que ça n'existe pas, mais dites-moi que vous avez une solution. C'est une bonne idée déjà, je trouve, de les inciter à s'identifier comme alumni de tel établissement. Alors pour identifier, il existe des outils qui vous permettent, vous, d'identifier en s'appuyant là aussi sur LinkedIn. C'est-à-dire en gros,
Vous dites, vous dites à certaines solutions, mon ancien s'appelle Jean Martin, il a été diplômé en telle année, et du coup, il y a des outils qui scrapent LinkedIn et qui vous permettent d'identifier quels sont ces étudiants en question, et de les retrouver et éventuellement de leur envoyer un message. Tout ça peut se faire manuellement aussi, hein. En tant que professionnel, vous en étant identifié, chargé de relations alumni ou ce genre de choses, vous pouvez, donc c'est l'outil que je vous montrais tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, et ça s'appelle JustFind, et il vous permet finalement, à partir d'une base de données, d'aller chercher effectivement si cette personne est sur LinkedIn. Il y a Chloé qui a levé la main et je regardais si, et je crois qu'elle n'est pas là, Léonore Manon, l'une de nos collègues qui, alors je voudrais pas me tromper d'établissement, mais qui travaille dans le sud maintenant, voilà, pour faire simple, nous avait partagé, parce qu'elle était pas sûre de pouvoir venir, un autre outil sur lequel elle s'interroge qui s'appelle Million Roads, qui aspire les données de LinkedIn et propose des filtres. Donc, je ne sais pas si parmi C'est vous. un peu pareil que Wallaxy, hein. Ouais, voilà. Bah, c'était pour voir s'il y avait d'autres connaissances là-dessus. Et donc, du coup, dans les mains levées, il y a Chloé, puis Dorian. Oui, pardon, je reprends pas la parole trop longtemps, mais j'ai eu un flash entre-temps par rapport à cette histoire de page LinkedIn dédiée aux alumni. En fait, pourquoi on avait aussi envisagé cette solution plutôt que de partager sur notre page avec un ciblage précis, c'est que sur LinkedIn, on a aussi la problématique de l'algorithme avec voilà, la limitation quand même d'une publication par jour. Sinon, avec le risque d'être squeezé, on l'a déjà vécu de façon opérationnelle. Et en fait, la question qui était posée, c'était aussi de savoir, ben, quand je fais ce ciblage organique, j'imagine que ça compte quand même parmi mes publications en tant qu'établissement. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'informations à transmettre à nos alumni. Et donc, voilà, on s'était dit que dans tous les cas, ça allait saturer la page LinkedIn officielle, puisqu'on a aussi beaucoup d'informations institutionnelles à partager, des appels à candidature, etc. Enfin, voilà. Donc c'était ça la limite. Je voulais le partager parce que j'avais oublié. Et une Voilà, fois de c'est tout. plus, c'est là où, pour moi, s'arrête le rôle des réseaux sociaux et où commence celui d'outils comme la newsletter. C'est que si vous, là, de ce que j'entends, c'est vous avez un besoin de diffuser, de faire descendre de l'information. Vous n'êtes pas en attente d'interaction avec la communauté. Pour moi, un réseau social, l'objectif, c'est social en premier. Donc, si votre but, c'est juste de passer de l'info, ne vous soumettez pas à un algorithme, effectivement, et envisagez plutôt de d'avoir une bonne newsletter envoyée régulièrement à vos alumni avec pas mal d'informations. Sachant, si je peux me permettre, et après je passe la parole à Dorian, que les deux sont compatibles aussi. Enfin, on peut aussi trouver une solution hybride. C'est-à-dire que comme tu l'as démontré tout à l'heure, il y a quand même une grosse majorité de nos abonnés plus ou moins qualifiés qui sont des alumni. Euh, il y a aussi la possibilité de générer des newsletters via LinkedIn. Donc, on peut aussi voir dans quelle mesure, sans que ça soit une newsletter de contenu spécifique pour les alumni, mais peut-être ciblé partenaire, monde professionnel ou X ligne éditoriale à définir. Et en parallèle, proposer des outils au sein de l'établissement et avec un abonnement spécifique. Et, enfin, voilà, je pense que ça se teste en tout cas. La C'est une question belle étant idée, hein, toujours l'audience, la quoi. newsletter LinkedIn de ce point de vue-là aussi, hein. C'est que c'est peut-être enfin, c'est une promesse éditoriale qui semble plutôt cohérente et qui est très liée à la logique de page, hein, pour le coup, de mettre une newsletter alumni. Ça vous permet peut-être de sortir effectivement tout ce volet contenu, si vous avez beaucoup, beaucoup d'informations, de le sortir de l'animation quotidienne de la page, mais après de garder quand même, effectivement, comme tu le dis, un côté alumni sur l'animation quotidienne, mais peut-être un peu moins avec moins de recherche d'efficacité opérationnelle sur besoin de faire passer une information très précise, quoi. De travailler peut-être plutôt le sentiment d'appartenance sans en attendre d'autre chose.
Alors, il y a Dorian. Alors, Dorian, on n'entend pas. Par contre, je ne sais pas si le micro... Dorian, est-ce qu'elle est encore là? Je ne la vois plus. Oui, je suis là, Ah je ne sais si, pas si pardon. vous m'entendez. Bon, alors, pardon, je parle sur le micro de ma collègue, j'ai un bug avec mon ordinateur, c'est pour ça qu'il y a eu un espèce d'écho horrible, je suis désolée. Moi, je voulais faire un retour d'expérience sur Roads, pardon, qui a été mentionné tout à l'heure. On a eu pour projet de l'utiliser sur justement un projet spécifique de l'université, mais on a été bloqué niveau RGPD. Donc notre délégué à la protection des données nous a dit que c'était pas possible de l'utiliser pour récolter en masse des informations personnelles d'un réseau social. Voilà, je voulais juste faire ce petit retour. Et nous, c'est notamment pour ça qu'on a l'intention de créer un groupe LinkedIn, puisque si on reste sur LinkedIn sans récolter les données, de notre côté, on n'est pas bloqué niveau RGPD. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de cet outil pour l'instant. Oui, vous avez raison de préciser ça. J'avais prévu d'en parler et puis je l'ai pas fait. Effectivement, hein, les 2 solutions, la Million Roads et puis Wallaxy, on est sur du gris, hein, du gris foncé même, hein. C'est pas nickel, nickel en matière de il y a pas de consentement à récupérer les données personnelles. Vous êtes pas trop censé le faire. Pour moi, l'idée, c'est de le faire quand même, mais sans forcément le dire et de jeter ça très vite. C'est-à-dire peut-être de récolter les données, essayer d'extrapoler sur les mails professionnels, d'envoyer, un mail aux personnes en leur disant: «Voilà, est-ce que vous souhaitez recevoir de l'information de notre part? Oui, non. Si c'est non, hop, on jette tout. Si c'est oui, on peut conserver». Mais c'est sûr que c'est le genre de choses qui doit faire bondir les DPO quand je dis ça, mais ceci dit, c'est aussi pour moi un choix d'efficacité. Enfin, je ne suis pas sûr que vous ayez très longtemps ou alors il y a un moment où LinkedIn va nous sortir des solutions alumni à 10 000 € par an et en fait, on sera tous obligés de passer à la caisse. Donc, je crois qu'il vaut mieux avoir ce réalisme et cette ambition-là aujourd'hui, tant que c'est encore possible. C'est des solutions qui restent légales, hein, où Alaxis, ils ont des partenariats avec LinkedIn. C'est là où ça me dérangerait plus. C'est si ces solutions-là étaient illégales et que vous risquiez d'avoir un procès de la part de LinkedIn en cas où, là, du coup, je ne vous le recommanderais pas. Là, c'est des solutions qui ont pignon sur rue, qui ont des accords avec LinkedIn. Et donc, du coup, je trouve que effectivement, c'est pas génial en termes RGPD, mais sinon, effectivement, on se dit, de toute façon, LinkedIn, c'est pas génial en termes RGPD. De toute façon, voilà, les choses sont plutôt sur les serveurs américains, etc., etc. Donc, bon. Ouais, je pense que la limite, c'est aussi ce que les... Enfin, la limite. Il y a, si on fait le choix d'être sur LinkedIn, enfin pour les abonnés de la page, déjà c'est une première étape où on donne un certain accord. Mais après, enfin c'est pour ça que moi je m'interroge beaucoup sur l'articulation entre euh, une newsletter propre au sein de l'algorithme qui laisse le choix à chacun. Parce que quand on crée une newsletter, enfin je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais sur LinkedIn, de toute façon, c'est pas automatique. Tous les abonnés ne le reçoivent pas automatiquement. Il y a quand même une Ils vont devoir s'abonner. notification. Voilà. Donc, il y a un accord qui est demandé. En plus, l'algorithme préfère, etc. Là, ce qui nous avait conduit, parce que c'est quand même une question fondamentale là, qui est posée. Et après, je vais laisser la parole à Florence, qui levait la main depuis un moment. Enfin, une des questions qui nous avait conduit à proposer ce cycle alumni, c'est qu'il y avait concrètement dans les établissements certains services qui posaient la question aux directions de la communication de est-ce que vous pouvez m'extraire la base de données LinkedIn pour que derrière je crée mon Alumni Force ou d'autres choses, parce qu'effectivement, les problèmes des adresses mail étudiantes
c'est qu'elles n'ont vocation à être utilisées que quand on est étudiant et qu'entre-temps, généralement, on change de moyen de contact quand on rentre dans la vie professionnelle et qu'il se posait la question de l'interopérabilité ou non des outils. Mais au-delà de la question de cette interopérabilité, c'est difficile pour un vendredi matin comme mot, il y a aussi évidemment des questions éthiques et légales et réglementaires qui se posent. Ouais, de ce point de vue-là, la chose la plus propre, mais pas la plus économique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur LinkedIn Recruiter et LinkedIn Sales Navigator ou même sur la partie publicité. Donc faites des campagnes adressées spécifiquement aux alumni et ne leur demandez qu'une chose, c'est de s'abonner à une newsletter avec une adresse email personnelle. Ils le feront s'ils veulent ou s'ils veulent pas, mais enfin, ils le feront s'ils veulent, mais au moins là, du coup, vous serez parfaitement dans les clous en termes RGPD. Vous aurez un consentement. Ce qui ne vous empêche pas aussi de faire des posts organiques là-dessus, mais bon, ça sera lent. Et si vous êtes prêt à passer un peu du côté semi-obscur ou à l'AXI. Voilà. Florence? Oui, alors j'ai des problèmes de connexion apparemment, donc je sais pas. Là, j'ai à peu près rien entendu de ce qui s'est dit les 3 dernières minutes, donc je sais pas si vous allez m'entendre comme il faut. Je voulais demander au bon, l'avantage que moi je vois à LinkedIn, on l'a bien entendu, c'est que nos anciens, nos alumni, ils sont déjà. D'accord. Donc, bon, leur faire passer de l'information par la page de l'établissement et tenter de les abonner à des... Le micro a été coupé, Florence. Oui, ouais, je vois. Donc, leur faire descendre de l'information ciblée et qui va les intéresser, on l'a bien lu et entendu, c'est intéressant. Leur demander de rejoindre un groupe, ça leur demande a priori pas d'efforts particuliers, mais peut-être que je me trompe. Mais alors, la question que je me pose, et aux établissements, et notamment aux universités là, qui sont avec nous aujourd'hui, c'est celles qui ont créé une solution en interne ou qui ont investi dans un outil de type AlumneForce ou Data Alumni, est-ce que le jeu, par expérience, le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que les efforts que cela demande pour faire venir ces alumni est-ce que c'est payant et est-ce que ces alumni sont actifs? J'ai vraiment un souci de connexion. Ouais, Est-ce que les alumni sont actifs et est-ce que l'établissement arrive à animer suffisamment pour que ce soit pertinent? Je vais me permettre de répondre pour une partie et je vais laisser d'autres personnes dont c'est la mission principale peut-être s'exprimer. Notamment, je crois qu'à La Rochelle, il y a un certain nombre de personnes de La Rochelle qui sont là, donc ils auront peut-être, pour rester à l'ouest, d'autres éléments. Mais effectivement, ce qu'on s'est dit, on avait aussi échangé pas mal avec France Alumni, enfin avec Campus France, qui gère donc le réseau France Alumni. Et la réponse à la question qu'on avait formulée initialement, c'était oui, LinkedIn, pardon, peut être un outil performant et intéressant pour animer une communauté, mais elle n'est pas une solution loin d'être suffisante pour y asseoir sa stratégie. En fait, pour moi, ce qui déterminera avant tout le choix d'un outil et le choix des usages, ça a été aussi rappelé par Tiffen dans le chat, hein, c'est pas ce qu'on veut diffuser ou ce qu'on estime être la bonne idée utile, mais bien de partir d'une définition d'objectif en connaissant ses cibles et ses besoins. Et donc, en la matière, quel que soit l'outil, hein, AlumniForce ou d'autres, enfin, nous, à l'Université de Rennes, c'est vers cette solution-là qu'on se dirige. S'il n'y a pas de stratégie, il n'y aura pas de bon outil. Voilà, enfin, c'était juste ce petit éclairage-là. Et est-ce qu'il y a des personnes de La Rochelle notamment? Enfin, je pensais à La Rochelle parce que vous étiez plusieurs, mais peut-être à Caen aussi, vous utilisez euh, des solutions en propre et vous voudriez les partager votre retour d'expérience, sachant qu'il est 10h58. Alors allez-y, n'hésitez pas. Hop. Camille, peut-être?
Oui, alors je suis pas quand on est en Franche-Comté, mais en fait, on utilise, Alumforce. Alors c'est très récent, donc c'est un retour rapide que je vais faire, mais qui en fait rejoint complètement ce que Johanna vient de dire, qui est que c'est un outil qui est génial. Par contre, c'est très cher et il faut une stratégie. Nous, on est encore un tout petit peu en rodage dessus. Avec une bonne stratégie, c'est excellent, mais pour moi, non seulement il faut une stratégie, mais surtout il faut une personne, voire deux, à temps plein sur l'outil. Parce que ne serait-ce que la gestion technique avec le prestataire, en fait, c'est un peu une carte blanche sur laquelle on peut ajouter ce qu'on veut en termes d'options, de widgets, etc. Donc ça peut être génial, comme ça peut être juste un gouffre si jamais on n'en fait rien. Donc ça dépend aussi de tout ce que l'université a le temps et les moyens d'accorder à son réseau. Parce que ça dépend où vous placez le curseur. LinkedIn, effectivement, c'est peut-être pas assez complet, mais d'un autre côté, si on veut quelque chose de plus complet, il faut des moyens, une stratégie et quelqu'un qui a vraiment beaucoup de temps à y accorder. Parce que pour répondre à la question de Florence tout à l'heure, la grosse difficulté quand on est sur un autre outil, enfin nous c'est ce qu'on trouve, c'est de faire interagir les gens. Sur LinkedIn, ils y sont déjà. Donc interagir avec, c'est pas compliqué, mais les faire s'inscrire à un nouvel endroit et être actif dessus, ça fait une pensée à avoir en plus pour eux. Et honnêtement, c'est pas très facile. Donc, il y a des pour et des contre. Ça dépend du degré d'ambition et de moyens de l'université, à mon avis. Et j'en profite pour passer un message aussi parce que je l'avais noté, sinon j'allais oublier de le dire. Donc j'évoquais Campus France avec qui on avait préparé aussi un questionnement autour de cet atelier. Campus France nous dit à Comosup et au-delà de passer le message aux établissements d'enseignement supérieur. Ils ont parmi leurs missions à cœur de développer le réseau et d'animer le réseau d'alumni à l'international. Et ils se positionnent vis-à-vis des établissements comme un soutien et un support. Donc n'hésitez pas à les contacter. Après la présentation, on pourra vous fournir aussi les coordonnées, mais il se trouve assez facilement des personnes à contacter. Et typiquement, ils nous disaient que eux, dans leur usage de LinkedIn, ils pouvaient l'utiliser pour rechercher des portraits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué peut-être tout à l'heure. Ou alors, je suis désolée, j'ai pas été assez attentive. Parfois, en dehors uniquement de souhait de diffuser de l'information ou de capter de l'attention, on peut aussi avoir besoin des alumni pour témoigner et produire un contenu éditorial spécifique pour parler, par exemple, pour valoriser les formations de son établissement. Et ben là, pour le coup, ça peut fonctionner en outil de veille et pas forcément, enfin LinkedIn en outil de veille et pas forcément en outil de communication directe. Voilà pour cette petite parenthèse. Alors, je vois que sur le chat, il y a eu, je ne sais pas si tu as vu Patrice aussi, des échanges, mais je pense que tu Oui, seras. oui, mais oui, je ne peux qu'être d'accord avec tout ce qui est dit dans le chat. Je vais malheureusement devoir vous laisser, j'ai déjà 2 minutes de retard pour ma prochaine visio. Merci en tout cas de ces échanges, c'était très intéressant. Oui, bah merci à toutes et tous. On va tenir le timing aussi pour tout le monde, parce que tout le monde peut avoir des engagements. On vous tient au courant. Donc, Patrice, la présentation a été demandée, si elle pouvait être diffusée a posteriori. Et puis, pour l'enregistrement, on vous tient au courant pour aussi pour assurer la diffusion au sein de nos établissements de cet échange qui me semble intéressant à partager. Merci beaucoup, Bonne Patrice. journée. Merci, Johanna. Belle journée et à très bientôt. Oui, bon week-end à toutes et tous. Allez, Au au revoir. revoir. Au revoir.